Voilà, on m'a confié le sujet de douleur et stress. Donc, au début, le lien paraissait évident, mais quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, on va commencer par les définitions pour voir où est-ce que ça se définit. D'abord, ce que c'est que douleur et ce que c'est que stress, et on va voir s'il y a des liens communs entre les deux. Donc la définition, on va utiliser les définitions, adoptées par l'OMS. Définition de la douleur, c'est expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, je souligne le mot désagréable, en rapport avec une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes faisant évoquer une telle lésion. C'est très simpliste, c'est vrai que c'est une définition qui est un peu large, mais ça se voit déjà le mot expérience, on est dans le subjectif, le mot désagréable, oui. Et le mot lésion, qui existe ou ne pas exister, ça c'est une autre question. Tout ça pour dire que quand on dit lésion tissulaire réelle ou potentielle, juste tout simplement pour dire que quand un malade vous dit qu'il a mal, il faut le voir. Donc, on passe sans tarder à la définition du stress, on va revenir à la douleur. État d'inquiétude ou de tension mentale causée par une situation difficile, il s'agit d'une réponse humaine naturelle. Déjà, on est dans le naturel. Le stress, c'est quelque chose de très naturel. C'est une chose qu'on ne retrouve pas dans la douleur et c'est ce que je reproche à la première définition. Donc, il s'agit d'une réponse humaine naturelle qui nous incite à relever des défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Donc, si on voit qu'il y a des mots qui se croisent, peut-être situation difficile, expérience désagréable, déjà c'est deux mots qui peuvent faire un lien entre les deux. Donc, maintenant, ça fait à peu près 9 ans, bientôt 10 ans que je suis au centre d'oncologie, mars 2015. Donc, je ne fais que voir des patients algiques et douloureux. Donc, j'ai acquis une certaine expérience avec la douleur. On m'appelle Monsieur Morphine, le perso de morphine que j'ai pleuré. La douleur, pour moi, je l'ai découvert avec des malades d'oncologie. Tout ce que je savais sur la douleur, je n'étais pas. On nous a enseigné que la douleur était un dysfonctionnement du système nerveux, chose qui n'est pas vraie. La douleur fait partie du système de nociception. Il faut la voir comme, je disais, au même titre que la coagulation fibrinolyse, on a avec nous des internistes, le sympathique, parasympathique, la soif. C'est des systèmes qui existent livrés dans la machine qui est le corps, c'est des logiciels de survie. Le Word, l'Excel, sans la douleur, on ne peut pas survivre. On va dire, si la fibrinolyse empêche l'expansion de la thrombose, dès qu'on se taille la main, il y a des phénomènes de coagulation qui se font. Il y a tout de suite des phénomènes de fibrinolyse qui entourent la coagulation pour empêcher la thrombose. D'ailleurs, les gens qui ont des déficits en protéine C, protéine S, pour le moindre raison, ils font des thromboses. Donc c'est exactement la même chose. La douleur, elle protège le soi et donne sens à notre perception. J'ai reçu une fois un petit qui avait une acropathie mutilante aiguë. Il n'avait plus de doigts. Une fois, il a allumé ses doigts, il pensait que c'était des bougies. La seule chose qu'il avait, il ne ressentait pas la douleur. Il n'avait presque pas, à l'âge de 7 ans, il n'avait presque pas de doigts. Il fourrait sa main là où il veut. Donc vous voyez que la douleur, c'est quelque chose qui fait partie de la perception. Donc, douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. On est déjà dans le subjectif, on est dans le vécu. La douleur, il est exprimé par des mots, on va dire, désagréables, par des mots suscitent des réactions de mécontentement. Personne ne va vous dire que hier, je suis régalé, j'ai eu une douleur. Hein. Donc, toujours, c'est des mots négatifs. On utilise toujours des mots négatifs pour exprimer notre douleur. Donc, et c'est quelque chose qui
très lié au vécu, à notre propre histoire. Quand une dame vient vous dire mon côté droit me fait mal, ça irradie vers l'épaule et je vomis, tout le monde va tout de suite penser à une colique hépatique. Et quand elle vous rajoute, quand ma mère est morte, elle avait la même douleur. Donc ça, c'est une histoire personnelle. Donc il a peur de mourir, ça révèle en lui tout un vécu, toute une histoire, des souvenirs de sa mère, etc. Donc aucune douleur ne ressemble à une autre. La douleur n'est exprimée que par notre vécu. Maintenant, si on cherche quel est le lien entre douleur et stress, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la peur. La peur, c'est le premier sentiment qui vient quand on cite les deux mots, douleur, c'est la peur quand on a mal, on a peur de mourir, on a peur de souffrir, on a peur de perdre le contrôle de soi. Donc, quelqu'un qui a mal, maintenant, on m'a appelé pour entrer au bloc, donc il y a une dame qui a dit « Je ne veux pas d'anesthésie générale, mais faites-moi uniquement une anesthésie locale. » Parce qu'il ne veut pas perdre le contrôle de soi, il veut rester toujours éveillé, même si l'intervention nécessite une anesthésie générale. La peur du froid, la peur d'une injection, la peur de l'inconnu, on a peur de tout et de rien. Ici, j'ai essayé de mimer une citation d'Einstein à la gravitation. Et en matière de douleur, je peux dire que la douleur appelle le stress et le stress lui dit comment se manifester. Si on veut relier les deux douleurs et stress. Quand on a mal, on est stressé, mais le stress va conditionner notre comportement face à cette douleur. Donc le stress, lui, il joue beaucoup de tours en matière de douleur. Il peut réveiller des douleurs anciennes, ça c'est très connu. Les douleurs des membres frontaux. J'ai un patient que je suis en oncologie, il a été amputé les années 80 à Rabat. Il ne sait pas, même pas pourquoi il a été amputé, une gangrène, une tumeur. À l'interrogatoire, ça fait un sarcome. Maintenant, après un intervalle de plus de 20 ans, il ressent le membre amputé tout le temps, la nuit, etc. Et il le dérange et ça lui fait très très mal, un membre qui n'existe pas et qui lui fait mal. Donc, et quand j'ai vu avec lui l'histoire, il a perdu son travail, il a eu beaucoup de difficultés financières, il était très stressé, peut-être le stress qui a réveillé la douleur du membre frontal. Donc il a commencé, il voulait savoir pourquoi il a été amputé. Parmi les choses sur lesquelles on a axé notre prise en charge, c'est le sentiment de culpabilisation envers le traumatologue. Il y avait une autre on va dire, solution en dehors de l'amputation. Donc l'estime de soi, le schéma corporel. Et on est même allé chercher حتى الرباط كيدق على الفيلا ديال le traumatologue qui est à la retraite. باش يعرف le dossier ديالو ما لقاش. Donc, le stress peut aussi augmenter l'intensité de certaines douleurs. On le sait, les dysménorrhées au cours des examens, on reçoit beaucoup de prises d'urgence lorsqu'on était encore jeune. La douleur, le stress plutôt peut changer aussi certaines douleurs. Une simple épigastralgie avec un contexte particulier peut devenir une angine de poitrine. Donc, le stress peut augmenter l'intensité d'une épigastralgie et Dieu sait combien d'épigastralgies ont bénéficié d'un ECG troponine et d'une consultation de cardiologue quand il est disponible. Donc là, juste pour ouvrir une parenthèse, peut-être qu'on va parler de ça par la suite, la différence entre douleur aiguë. Donc le stress aussi peut changer le caractère d'une douleur. Une douleur par exemple
quand on est dans des situations de stress intense, peut aussi avoir d'autres caractères, c'est-à-dire une composante nociceptique, psychogène. Mais quand on la décortique, on parle avec la vraie composante neurologique qui est à la base de la douleur. Le stress déclenche des poussées, on l'a bien vu avec nos enseignants tout à l'heure, des poussées d'arthrose, de psoriasis, de poussées de migraines. Beaucoup de gens font des examens, font des migraines, etc. C'est connu, c'est des choses presque évidentes. Et le stress diminue de façon drastique l'efficacité et la tolérance au traitement. Quand j'ai un malade stressé, je vais lui prescrire surtout les anticonvulsivants, la morphine, je sais d'emblée qu'il ne va pas adhérer au traitement. Avec le premier cachet qu'il va prendre, le vertige va arrêter le traitement, il va revenir. Non, les vertiges, il faut gérer la composante anxieuse, on va dire stress et anxiété avant de s'attaquer à la douleur. Parce que c'est parmi les choses qui vont, on va dire, faire barrière le traitement, surtout comme vous le savez, les antalgiques. On n'a pas beaucoup d'antalgiques. On a très peu de familles de classes thérapeutiques antalgiques. Donc il faut vraiment savoir les utiliser par titration et surtout gérer aussi la composante de stress et d'anxiété qui va être un frein à l'utilisation de beaucoup de médicaments. Maintenant, il faut faire la part entre deux entités qui sont complètement différentes. Il faut faire la part entre douleur aiguë et douleur chronique. La douleur aiguë qui est une douleur protectrice, c'est une douleur qui nous sort. On a parlé tout à l'heure de l'angine de poitrine. On a mal, on a des douleurs rétrosternales, on est stressé, on va consulter. Il y a un médecin qui va nous voir, il nous fait un ECG, il y a du sus-décalage, on va confirmer par une trampoline, il va rentrer tout de suite à une salle de caté, on va bénéficier d'une angioplastie instable, on est sauvé. Un diabétique, par exemple, qui ne ressent pas la douleur comme le scénario que je viens de décrire, va peut-être faire des épigastralgies ou non, il va faire un infarctus silencieux, il va 2-3 semaines par la suite, on va faire des œdèmes et on va découvrir une cardiomyopathie. Il va bousiller son cœur de façon silencieuse. Donc la seule différence entre les deux, c'est la douleur. La douleur, dans le premier cas, l'a sauvé. Le deuxième, l'absence de douleur, là, il y a donc raté une chance énorme d'être sauvé. La douleur chronique, quant à elle, c'est une douleur. Quand la douleur persiste, il perd toute signification. C'est pas significatif. Les services de réanimation fleuve-bloc, on déteste les alarmes. Mais les jeunes, il ne faut pas se familiariser par une alarme. L'alarme des respirateurs, quand on se familiarise avec une alarme, il perd toute signification. Donc, c'est la même chose mais à la douleur chronique. Quand on a tout le temps mal, imaginez que quelqu'un sonne à la porte. On part à la porte, on ouvre et on va retrouver un ami ou un invité. Imaginez que quelqu'un sonne tout le temps à la porte et quand on sort, on trouve personne. Matin et soir, toutes les semaines, tous les mois, ça devient extrêmement gênant. Ça va vous empêcher de dormir, de vivre. Vous serez obligé de déménager s'il le faut pour, juste à cause de cette sonnette pourrie qui marche tout le temps. Donc c'est la même chose avec le stress. Il y a le bon stress qui nous motive, qui nous assiste à survivre. Avec comment j'imagine le bon stress avec la randonnée, on était épuisé. Au moment où tu voulais, par exemple, te reposer derrière un arbre, il y a un chien. Il commence à aboyer.
d'où on sort avec l'effort pour fuir. On est plein d'eux, c'est 1 kilomètre. C'est ça le stress, le bon stress qui déclenche l'énergie interne qui te permet de fuir le danger. Le mauvais stress, c'est exactement la même chose que l'alarme qui bousille, qui est tout le temps en marche. Donc, la séquence, on va dire, douleur aiguë et douleur chronique est différente. La séquence douleur aiguë, on a une lésion primitive, ça peut être un calcul de la voie biliaire, un calcul rénal, ça peut être une ischémie d'un coronaire d'un membre, ça peut être une tumeur. Dès que la lésion primitive va agresser une agression du corps, obstruction d'une voie biliaire, obstruction de l'urtère, qui va déclencher une activation des nocicepteurs. C'est les récepteurs de la douleur. Donc l'activation de l'alarme va donner une douleur aiguë. Ici, la douleur elle est aiguë. Et donc, il est récente. Ça va entraîner un stress positif, ou là c'est du bon stress, avec des réactions, un comportement réactionnel. C'est-à-dire, on a plutôt des réactions. On crie, on pleure, on est plié sur deux, on appelle au téléphone l'ami à 2h du matin, on n'a pas honte d'appeler tout le monde, donc on part consulter, etc. Donc c'est des comportements de survie, des comportements réactionnels qui vont aboutir à un diagnostic, à un traitement, et par la suite au niveau cérébral, le stress va déclencher des phénomènes de modulation de la douleur. Les phénomènes de modulation de la douleur, c'est des phénomènes, on va dire, à la mode maintenant. Tout le monde recherche quels sont les phénomènes qui vont moduler, atténuer le signal douloureux. Il y a le signal douloureux qui remonte, il y a beaucoup d'autres messages, on va dire, descendants qui vont atténuer le signal douloureux, surtout en matière de douleur chronique. Il y a ce qu'on appelle la sécrétion d'une des 5 hormones de la douleur. Je ne vais pas donner le suspense, je vais la citer par la suite. Donc le stress va déclencher une hormone, une des 5 hormones du bonheur, qui va nous aider à surmonter le stress. La douleur chronique, c'est complètement différent. On a des lésions qui existent depuis très longtemps, ou là parfois même ils n'existent plus. Ce qu'on appelle la douleur maladie. Des fois, on a un traumatisme du rachis, une lésion qui est ancienne, qui n'est plus, et la douleur persiste. Il évolue pour son propre compte. Donc, elle cache la lésion primitive, et pourtant la douleur, elle est là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a un épuisement des corps. Les nocicepteurs sont surexcités, ils sont tout le temps en marche. C'est ce que j'appelle le non-sens. Donc, après, qu'est-ce qu'on a? On a une douleur chronique, une douleur qui dure de plus de 3 mois, 6 mois, une douleur récidivante. On va dire la définition du mot douleur chronique n'a un consensus. Là, je préfère dire que la douleur chronique, c'est une douleur qui retentit à une personne. C'est le degré de retentissement qui peut nous dire est-ce que c'est une douleur chronique ou non. Il y a des gens qui vous disent 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres une douleur qui récidive les 6 mois, qui est maltraitée les 3 mois. Ok, je suis un vrai consensus pour dire douleur chronique, mais c'est sûrement une douleur qui retentit à la vie de la personne. Donc, douleur chronique, voilà, qui dit douleur chronique dit stress en continu, qui va aboutir à une anxiété. Le stress aigu, le bon stress, il y a l'objet du stress. Le stress continu, il y a la perte d'objet. On est tout le temps stressé, on est tout stress. J'ai dit, on passe la chasse dans la stress. Donc, je plaisante. Donc, quand des fois on est sous tension, on ne sait pas. Tu veux le coup, le chien tunisien, mais on est tendu tout le temps, on est stressé. D'ailleurs, on est stressé parce que la vie s'accélère.
mais là, je suis stressé parce que je suis le feu rouge. Donc, on est vraiment stressé. Normalement, on devrait être stressé quand on est à un rythme accéléré, mais des fois, c'est accéléré. Donc voilà, avec c'est ce qui arrive, une désensibilisation en fait des récepteurs qui vont sécréter l'hormone du bonheur, donc que je viens de citer, que je n'ai pas encore cité. Donc l'hormone du bonheur, c'est quoi? On en parle beaucoup, les hormones du bonheur qui nous donnent, on va dire, satisfaction. Ce sont des neuromédiateurs sécrétés dans différentes structures cérébrales, surtout l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ils agissent au niveau synaptique de façon très chevauchée et complémentaire. Et c'est des précurseurs des émotions de base, surtout la joie et le désir, mais aussi leur absence peut donner d'autres émotions de base, la tristesse, etc. Donc c'est pas quelque chose de propre à l'homme, c'est des choses qui existent chez tous les mammifères. Donc, et d'ailleurs, beaucoup de comportements des mammifères qui ressemblent à l'homme, par exemple l'empathie du groupe, etc. Donc à la base, presque, c'est tous les comportements humains, les hormones du bonheur. Donc les hormones du bonheur, je commence par vous connaissez bien sûr toutes ces hormones. La dopamine, qui est l'hormone de la récompense, ça se sécrète depuis le bas âge, quand l'enfant a un jouet, etc. Et ça commence à créer des circuits neuronaux. Donc c'est le starter, c'est l'hormone de la motivation, le mouvement, etc. Donc la sérotonine, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'hormone de la sérénité, du bien-être, de la stabilité de l'humeur. L'ocytocine qui est sécrétée au moment de l'accouchement, tout le monde la connaît, donc c'est l'hormone de l'empathie du groupe. On se sent bien quand on est en groupe. Par exemple, maintenant, quand vous êtes en groupe, il y a une sécrétion d'ocytocine. Il y a les câlins, par etc. D'ailleurs, le lien qui se crée entre la maman et son fils est dû en grande partie par les grandes décharges d'ocytocine lors de l'accouchement. C'est une marque, une signature cérébrale. هذا راه ولدي ماشي ولد واحد. وحنا بدنا جا كنعاود السالفه. Donc il y a les endorphines. L'endorphine, c'est l'hormone qui est sécrétée lors des situations de douleur et de stress. Donc peut-être que c'est le lien entre les deux. Entre douleur et stress, il y a le lien de ligand noir endorphine. Endorphine, c'est des morphines endogènes. C'est un effet ompalgique, anxiolytique, relaxant, euphorisant. Il y a aussi la noradrénaline qui est une hormone de l'estime. Les endorphines, c'est des morphines endogènes connues depuis les années 70 sous le nom des encéphalines. Donc, c'est des neuropeptides qui agissent au niveau des récepteurs de type opioïde, les récepteurs de morphine. Ils sont en nombre de 5, alpha, bêta, gamma, et maintenant qu'il y a l'anion alpha et l'anion bêta. Sécrétés par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Dans 5 situations: l'activité physique intense, l'excitation, la douleur, le stress et l'orgueil. Donc, on va dire, les endorphines n'ont aucune similitude chimique à l'opium. Et pourtant, ils agissent sur les mêmes récepteurs. Ce n'est pas du tout des composés opioïdes. Donc on les retrouve au niveau du cerveau, mais sont libérés dans le tube digestif, dans le muscle, dans les articulations, etc. Donc ils ont 5 effets, la règle des 5 effets très similaires: la morphine, l'analgésie, ce sont des antalgiques puissants, la relaxation, le sommeil, l'anxiolyse et des fois même l'euphorie. Donc les endorphines, la sécrétion d'endorphines commence 15 à 30 minutes après l'effet stimulant, que ce soit un exercice physique ou un rapport, etc. Donc ça dure jusqu'à 4 heures, exactement comme le Cédrédol. Vous connaissez le Cédrédol, c'est la morphine à libération immédiate.
et ça peut augmenter jusqu'à 10 fois lors d'un exercice physique et même jusqu'à des centaines de fois lors d'un orgasme. Ça explique le sommeil, la relaxation. Donc presque pas d'effet secondaire, ils n'ont pas d'effet secondaire chez la morphine, mais peut-être l'addiction au sport. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'addiction au sport est due à la libération de morphine, des endorphines. Donc l'addiction sexuelle et surtout peut-être même l'automutilation. Ils s'entaillent le bras. Il y a beaucoup de gens qui disent là je suis pour le il y a des gens qui expliquent ça parce qu'ils changent un mal non contrôlable par une douleur contrôlée. Mais il y a aussi l'effet, en se taillant la main, on stimule la sécrétion d'endorphines. Maintenant, comment libérer ces endorphines? Le sport d'endurance sont les plus endorphinogènes. C'est la natation, le marathon, les sports d'endurance. Il ne suffit pas de bouger un peu pour goûter aux endorphines. Il faut vraiment maintenir un effort pendant au moins une demi-heure. Il faut arriver à un rythme cardiaque au moins 50% du rythme de base pour pouvoir libérer les endorphines. La lumière, l'exposition aux UV stimule la libération d'endorphines. Le beau temps, la bonne humeur. D'ailleurs, ça peut expliquer pourquoi il y a des suicides dans les pays scandinaves. Quand on ne voit plus le soleil pendant des mois, c'est vraiment très déprimant. Je vais dire le mariage précoce pour ne pas dire autre chose. Alimentation riche et équilibrée, surtout le cacao. Le cacao, il stimule énormément la libération de l'androgène. Les chants, la rééducation, le yoga, le dhikr al-jama'i, le tasawwuf, peut-être des zawaya, tout ça, le commun les postures et la respiration profonde. Certaines postures avec une respiration profonde stimulent la libération de l'endorphine. Comment préserver nos endorphines? D'abord, il faut savoir que la consommation de morphine diminue sur une longue durée, entraîne une diminution de synthèse des endorphines naturelles. C'est pour ça d'ailleurs le matin, ça explique un peu chez les malades qu'il y a des phénomènes de tolérance, qu'il reçoit la dose, il a besoin d'une autre dose. Parce qu'en fait, le cortisol, quand on donne des corticoïdes, on inhibit la sécrétion de cortisol naturel. C'est la même chose. L'alcool se fixe aussi sur les récepteurs endorphiniques. Chez les alcooliques, le taux d'endorphine est très bas. Ça explique le sevrage, les myalgies, les jurons, etc. Donc l'activité physique, on conseille bien sûr aux gens qui font du sevrage à le stade de la dictologie. Donc l'activité sportive pour le sevrage de travail. Et l'exposition prolongée au stress épuise aussi les stocks d'endorphines et entraîne une désensibilisation des récepteurs. Donc je finis par une citation que j'ai trouvée de Jane Barger, c'est une scénariste américaine qui dit: la réalité est la cause principale de stress pour ceux qui la vivent. Merci Jo, merci.